Vous avez probablement déjà entendu parler de l'affaire Lafarge, ce cimentier français qui aurait commercé avec l'organisation État islamique. Mais est-ce que vous connaissez Imerys, l'entreprise toulousaine qui se serait arrangée avec les talibans pour continuer à extraire du talc en Afghanistan? Ou encore Chiquita, la marque américaine de bananes inculpée pour avoir financé des groupes paramilitaires colombiens considérés comme des organisations terroristes. HSBC, Volkswagen, Coca-Cola, De Beers, la liste des entreprises mêlées à des affaires judiciaires, des scandales sanitaires, économiques, voire pire, des soupçons de financement de groupes terroristes s'allonge d'année en année. Pourtant, la liste des PDG en prison est toujours quasi nulle. Du coup, on en vient forcément à se demander, est-ce que la justice est la même pour tout le monde ou est-ce que les lois s'arrêtent aux limites de l'entreprise? Eh bien, revenons tout d'abord sur l'affaire Lafarge. Cette entreprise française, cotée à la Bourse de Paris, leader mondial du ciment, est accusée de financement de terrorisme. Et on a en effet déposé plainte contre Lafarge, société mère à Paris, mais également contre la filiale en Syrie, sur plusieurs fondements juridiques, notamment la mise en danger délibéré d'autrui, financement de terrorisme, complicité de crimes de guerre et complicité de crimes contre l'humanité. On lui reproche en gros d'avoir indirectement financé l'organisation État islamique, d'avoir mis en danger ses salariés et d'avoir violé l'embargo européen sur la Syrie. Entre juillet 2012 et septembre 2014, la filiale syrienne aurait versé environ 5,6 millions de dollars à plusieurs factions armées, dont plus de 500 000 dollars à l'organisation État islamique. Et c'est pour ça qu'on a fait une note aux magistrats, justement, où on leur demande de revenir sur les points qui n'ont pas été justement retenus, qui sont les deux complicité de crimes de guerre et complicité de crimes contre l'humanité, et qui permettraient justement la mise en examen de la personne morale. Alors, est-ce que les dirigeants de Lafarge iront en prison pour financement de groupes terroristes ? On ne le sait pas encore. On sait en revanche que c'est la peine appliquée pour les citoyens lambda. Plusieurs peines de prison pour financement de terrorisme ont déjà été appliquées contre des parents dont les enfants se sont rendus en Syrie et qu'ils ont aidés financièrement en envoyant de l'argent. Mais alors, pourquoi les patrons sont-ils à ce point protégés et pourquoi les citoyens lambda se retrouvent en prison pour des accusations parfois moins graves? La justice est plus sensible à la pression des acteurs économiques parce que c'est vrai qu'il y a aussi une pression et un lobbying de la part de ces acteurs sur les questions de compétitivité, de fourniture de l'emploi. Donc, si vous condamnez une personne morale, potentiellement, vous privez aussi une partie des gens de leur emploi. Enfin, c'est ce qui est souvent quand même mis en avant. Et Lafarge est loin d'être la seule entreprise à s'exempter de droit international pour faire du commerce. C'est peut-être aussi le cas d'Imerys. Ce nom est peu connu et pourtant, il est le leader mondial des minéraux industriels, avec environ 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2015. Et selon une enquête du Monde, cette entreprise toulousaine est présente dans plus de 50 pays, dont un qu'elle oublierait volontairement de préciser, l'Afghanistan. Elle y extrairait un talc très rare et très pur, mais surtout très prisé par les constructeurs automobiles qui l'utilisent pour la fabrication des tableaux de bord ou des pare-chocs, par l'industrie pharmaceutique qui l'utilise comme agent d'enrobage des comprimés, par les fabricants de papier, de céramique, de peinture, de maquillage, ou même pur pour les peaux de bébé. Le problème, c'est que ce talc est issu de Nangarhar, une région afghane en proie à des conflits depuis plusieurs années, et surtout, selon les autorités afghanes, issue de carrières minières qui seraient aux mains des talibans. Et donc, comme dans le cas Lafarge, l'entreprise Imerys a décidé de maintenir son activité dans une zone de guerre. En 2016, près de 11 500 civils ont été tués ou blessés, dont un tiers d'enfants. Des accusations qui sont évidemment niées par l'entreprise qui explique ne posséder aucune filiale ni au Pakistan ni en Afghanistan. Et pour l'instant, aucune enquête n'a été ouverte ni aucune mise en examen. L'entreprise peut continuer à vendre du talc afghan qui financerait potentiellement les talibans sans aucune condamnation internationale. En fait, dans le cas Imerys, c'est vraiment un cas similaire en fait à celui de Lafarge. Mais vous voyez bien la difficulté qu'ont des petites associations comme les nôtres, justement, à mettre en exergue des cas aussi importants. C'est qu'on ne peut pas prendre tous les cas. Il y en a sans doute d'autres, malheureusement, que celui de Lafarge ou Imerys. Autre commerce qui a pendant des années été entaché, celui des diamants. Vous avez sûrement déjà entendu parler des diamants de la guerre ou des Blood Diamonds. Eh bien, il s'agit des diamants provenant de zones de conflit comme la Sierra Leone, le Liberia ou encore l'Angola, où le commerce du diamant, entre autres, servait à financer des insurrections et des groupes armés. En 2012, Charles Taylor, l'ancien président du Liberia, a été jugé et condamné à 50 ans de prison, notamment pour avoir échangé des diamants contre des armes avec des groupes rebelles du Sierra Leone. Le pays était en pleine guerre civile qui avait fait en 10 ans au moins 120 000 morts et plusieurs milliers de mutilés. Pourtant, très peu de diamantaires ont été condamnés. Vous connaissez sûrement le joaillier De Beers, mais est-ce que vous saviez que cette entreprise sud-africaine était en réalité le leader mondial du diamant et qu'elle contrôlait pendant des années au moins 80% des ventes de ces pierres précieuses dans le monde? Et donc, beaucoup soupçonnent l'entreprise d'avoir participé au commerce illégal de ces diamants de sang. Et ce, allant à l'encontre des embargos qui avaient été décidés sur ces pays par le Conseil de sécurité de l'ONU et à l'encontre du processus de Kimberley qu'elle a elle-même signé en 2003 pour stopper le trafic des diamants de la guerre. Ce sujet en fait de la chaîne des responsabilités
extrêmement sensible. Et surtout dans des cas de crimes de cette envergure-là, et d'aller démontrer qu'en effet, l'acheteur au bout de la chaîne ou dans la chaîne de valeur, le sous-traitant aurait été complice, ça demande en effet énormément de moyens d'investigation qu'aujourd'hui, peut-être, le parquet n'est pas prêt à mettre. Mais il existe des cas où la justice est saisie et où elle met en place des condamnations. Le problème, c'est qu'elles sont surtout symboliques, des amendes, parfois même de grosses amendes, mais comme je vous le disais, rarement de la prison pour les PDG. C'est ce qu'a dénoncé Elizabeth Warren, une sénatrice américaine baptisée la shérif de Wall Street, qui avait fait pression pour faire condamner la banque britannique HSBC. If you're caught with an ounce of cocaine, the chances are good you're going to go to jail. If it happens repeatedly, you may go to jail for the rest of your life. But evidently, if you launder nearly $1 billion for drug cartels and violate our international sanctions, your company pays a fine and you go home and sleep in your own bed at night. Every single individual associated with this. And I think that's fundamentally wrong. C'est ce qu'elle a baptisé le too big to jail, trop important économiquement pour aller en prison. Puisque toujours dans le cas HSBC, aucun cadre ni aucun dirigeant de la banque n'a passé ne serait-ce qu'une seule nuit en prison. En revanche, le géant de la banque a payé une amende record pour échapper aux poursuites judiciaires, 1,9 milliard de dollars. Même chose pour l'entreprise Chiquita, la marque américaine de bananes implantée depuis des années en Amérique latine. Si cette marque ne vous dit rien, vous connaissez sûrement l'expression « République bananière ». Eh bien c'est à Chiquita qu'on la doit, pour toutes ces années de bons et loyaux services qu'elle a passé à collaborer avec des dirigeants et des dictateurs. But I only pick the best. De 1997 à 2004, l'entreprise Chiquita a financé à hauteur de 1,7 million de dollars des groupes paramilitaires considérés comme des organisations terroristes. Elle est la première société américaine à être inculpée pour financement du terrorisme par l'État américain. Mais là encore, un arrangement est trouvé, elle s'en sortira avec une amende de 25 millions de dollars, répartie en 5 paiements de 5 millions chacun. Les entreprises peuvent donc collaborer avec des groupes armés, blanchir de l'argent de la drogue, financer le terrorisme et s'en sortir libres, et même continuer leur activité. Alors, l'impunité des entreprises, jusqu'à quand ?